C'est un véritable séisme qui frappe l'Europe en ce moment. La question de la survie de la Grèce y est pour beaucoup. Et nous allons justement aujourd'hui nous intéresser à ce problème avec François Morin. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes économiste et professeur à l'université Toulouse 1. Alors la Grèce, donc je vous le disais depuis une dizaine de jours, beaucoup de choses se précisent. Le 5 juillet, le référendum posé aux Grecs sur leur avenir et la poursuite ou non des réformes d'austérité. La réponse fut donc le non à plus de 60%. Ce non qui se poursuivra par l'arrivée de nombreuses heures de discussion entre les différents pays de l'Union européenne sur l'avenir du pays. Et François Morin, on a tout de suite remarqué que les pays participants aux discussions se sont très vite séparés en deux parties, les partisans de la sortie de la Grèce de la zone euro, c'est-à-dire l'Allemagne, la Finlande ou encore les Pays-Bas, et ceux qui souhaiteraient le maintien de la Grèce, France, Espagne ou encore Belgique. Ça complique directement les discussions et pourquoi l'Europe est-elle incapable de discuter sereinement sans drame? Parce que ce qui est en jeu, c'est finalement l'avenir de la zone euro et par derrière l'avenir du projet politique européen. C'est ça l'enjeu véritable, car si la Grèce sort de la zone euro, la probabilité pour que la zone euro se défasse est extrêmement forte, dans la mesure où cela crée un précédent qui peut être un exemple pour d'autres pays qui se trouvent aujourd'hui surendettés. Et donc on voit très bien que cette perspective est ouverte et les marchés financiers, qu'il ne faut pas oublier dans cette affaire, sont évidemment à l'affût et donc risquent de précipiter même la crise par la spéculation qui pourrait se déchaîner si en effet la perspective d'une sortie de la Grèce de la zone euro devait se préciser. Ça explique du reste pourquoi ces marchés sont depuis plusieurs semaines extrêmement nerveux, attentifs aux évolutions, des discussions qui a lieu sur ce sujet. Voilà, donc je crois que l'enjeu, pour répondre à votre question, il est assez considérable puisque c'est le projet politique même de cette Union européenne qui risque d'être remis en cause si la Grèce sort de la zone euro. Alors ce fameux plan d'accord dévoilé lundi matin, il prévoit donc une nouvelle aide financière évaluée entre 82 et 86 milliards d'euros, ce à quoi s'ajoutent 240 milliards déjà débloqués lors des plans d'aide de 2010 et 2011. À quoi va servir ce plan d'aide? Alors ce plan d'aide, naturellement, est destiné à faire passer les différentes échéances financières qui attendent la Grèce du point de vue, je dirais, des remboursements de sa dette et des intérêts qu'il faut payer. Il faut savoir que un peu plus des 3/4 de cette somme serviront simplement aux créanciers actuels de la Grèce, alors principalement la Banque Centrale Européenne, principalement aussi la Commission européenne à travers son mécanisme européen de stabilité qui a prêté donc de l'argent, et puis le FMI. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des actionnaires, des détenteurs de créances qui sont également privés, dont les dettes vont arriver également à échéance. Donc cette somme permet d'avoir une visibilité financière sur, disons, les 3 ans qui viennent concernant les remboursements des intérêts et le remboursement des dettes qui arrivent à échéance. Et donc il reste un petit quart qui serviront à aider la Grèce à sortir du marasme économique actuel qu'elle connaît maintenant évidemment depuis plusieurs années. On peut légitimement penser que cette somme est totalement insuffisante pour redresser réellement l'économie grecque. Il faudra des compléments qui du reste sont évoqués dans l'accord, puisque la Banque européenne d'investissement sera probablement sollicitée et
Alors justement, en contrepartie de tout cela, Alexis Tsipras devra réformer son pays, c'est-à-dire rationaliser par exemple le système de TVA, améliorer le système de retraite. Toutes ces différentes mesures, François Morin, elles sont plutôt libérales. Alors on se demande comment le Premier ministre grec va arriver à appliquer l'une de ces réformes obligatoires. Alors, c'est la question qui est aujourd'hui posée. Toutes ces réformes ont pour objectif évidemment d'accroître les recettes de l'État, de comprimer un peu plus les dépenses. Et comme vous le savez sans doute, beaucoup d'observateurs ont estimé que ces réformes sont absolument impossibles à mettre en œuvre rapidement, étant donné l'ampleur de ce qu'elles représentent. C'est du reste une des raisons pour lesquelles il y a une forte contestation de ces mesures qui ne viennent pas uniquement du reste de chez des partisans de Tsipras, hein, qui, comme on l'a vu, ont voté pour une bonne part contre ces mesures. Le FMI et bien d'autres observateurs, beaucoup d'économistes pensent que ce plan, dans l'actuel de ses propositions, est absolument impossible à réaliser. Pourquoi? Parce que sur le fond, c'est écrit dans l'accord, il est prévu que l'on ne touchera pas au montant de la dette. La formule technique précise, c'est de dire qu'il n'y aura pas de décote de la valeur nominale des obligations. Alors, traduction en français compréhensible, il n'y aura pas d'effacement de la dette, même partielle. Or, c'est sur ce plan-là que Tsipras s'est beaucoup battu. Il a obtenu une petite concession concernant la restructuration de la dette, c'est-à-dire qu'il y aura probablement un allongement des maturités de cette dette, c'est-à-dire des échéances, et probablement aussi une réduction des taux d'intérêt, mais on ne touche pas au volume de cette dette. On ne touche pas à sa valeur nominale, qu'il faudra toujours rembourser. Ce qui nous amène évidemment à des remboursements étalés sur plusieurs décennies et qui risquent de peser à très très long terme, toujours sur l'économie grecque. Et du reste, le FMI, dans ses différentes déclarations les plus récentes, disent que ce plan est absurde dans la mesure où précisément on ne veut pas toucher au montant de la dette qui aujourd'hui est effectivement considérable. Et donc il n'y a pas de solution véritable à travers cet accord de la situation économique et financière de la Grèce. Qu'advient-il à présent des banques grecques, puisqu'elles ont été fermées pendant 17 jours? Faut-il les restructurer? Bon, je crois que c'est pas vraiment une question de restructuration. Les banques grecques ont fait face à un bank run, c'est-à-dire une course au dépôt de la part, évidemment, de ceux qui détiennent des liquidités, ce qu'on peut comprendre dans une certaine mesure, puisque l'avenir est complètement incertain en Grèce, donc chacun essaie de récupérer ce qu'il peut. Donc c'est plus une question d'illiquidité qu'une question d'insolvabilité. À partir du moment où l'horizon s'éclaircira, on l'estime que peut-être dans un mois les choses seront plus claires, ce qui n'est pas du tout évident, mais enfin c'est ce qu'on dit pour l'instant, les banques pourront réouvrir. Pour l'instant, donc, la Banque Centrale Européenne assure, je dirais, le minimum de ce qui est nécessaire pour alimenter ces banques face aux demandes de retrait auxquelles elles font face. Ces banques ont déjà été restructurées depuis plusieurs années, en 2012 notamment, et donc non, je ne crois pas que la question de la restructuration des banques soit vraiment posée. Le problème est beaucoup plus large. Ce qui est en cause, c'est la crédibilité tout simplement de la Grèce à faire face à un plan qui apparaît pour l'instant irréaliste, ce que beaucoup, encore une fois, reconnaît aujourd'hui. Il faudra que l'Union européenne fasse beaucoup d'efforts maintenant de son côté pour rendre crédibles ses prochaines propositions, car il faut qu'il y ait des prochaines propositions de l'Union européenne concernant la dette. Sinon,
François Morin, imaginons à présent que la Grèce vienne à sortir de la zone euro, peut-être pas lors de ce troisième plan d'aide, mais peut-être, on peut imaginer dans 2 ans, avec l'arrivée d'un quatrième plan d'aide. Cela voudrait dire que automatiquement une liste de pays serait susceptible d'être marquée en rouge et la France serait peut-être en première position. Quel est votre avis sur ce sujet? Alors, c'est une chose extrêmement importante que de voir qu'aujourd'hui, tous les pays européens, tous, même l'Allemagne, sont surendettés. Et ce surendettement, il provient des effets de la crise financière de 2007-2008. Quand je dis même l'Allemagne, parce que l'Allemagne a un rapport dette sur PIB qui est de l'ordre de 75%. Or, le traité de Maastricht qui a institué l'euro prévoit qu'on ne doit pas dépasser les 60%. L'Allemagne est à 75%. La France est à 97%. Et la plupart des pays européens tournent autour de 90, 100%, voire plus de 100%. Cette situation n'est pas le propre de l'Europe. En Grande-Bretagne, on est à 110%. Aux États-Unis, encore un peu plus. Au Japon, on est à 220%. On est dans une situation où l'on peut considérer qu'on a une bulle des dettes publiques absolument gigantesque au-dessus de nos têtes. Ce n'est pas simplement donc la Grèce qui est endettée ou surendettée. Tous les pays européens sont surendettés. Et comment arrive-t-on à gérer cette situation? Tout simplement par les banques centrales qui injectent des liquidités absolument phénoménales sur les marchés monétaires et financiers afin de maintenir des taux d'intérêt extrêmement bas pour éviter en effet que si ces taux devaient être élevés, il y ait des intérêts absolument gigantesques à payer. Et puis si les taux d'intérêt devaient se relever également, il y aurait un effondrement des valeurs correspondantes, c'est-à-dire des obligations, dans le portefeuille de tous ceux qui en détiennent. Et à ce moment-là, on aurait ce qu'on peut appeler un crack obligataire, une explosion d'une bulle faite de ces dettes publiques. Donc, vous voyez que la question est d'ores et déjà posée de ce prochain cataclysme financier. Les conditions sont déjà réunies, en quelque sorte, pour que de nouveau on ait une crise financière majeure. C'est pour ça que les marchés financiers sont très attentifs à ce qui se passe, parce que eux savent très bien tout cela. Et évidemment, ils ne sont pas là pour défendre l'intérêt général, ils sont là pour faire de l'argent. Et vous savez qu'on peut gagner de l'argent aussi en spéculant à la baisse. Et donc, certains peuvent penser que même s'il y a un cataclysme financier, ils pourront s'en tirer. Voilà, donc on est sur un volcan, et c'est pour ça que la situation grecque est finalement tout à fait symptomatique d'une situation complètement détériorée du système monétaire et financier international. C'est donc ce système, naturellement, qu'il faut maintenant envisager de réformer sérieusement, mais nos responsables politiques n'ont pas encore ça en tête, malheureusement, et ce qu'il faut craindre, c'est que cette réforme n'intervienne que après le déclenchement d'une crise financière qui serait du reste, à mon avis, beaucoup plus grave que la précédente, parce que les États sont aujourd'hui exsangues, ils n'ont plus les moyens de répondre comme ils l'ont fait pour la dernière crise financière, ils n'ont plus les moyens financiers d'y répondre, et donc on est devant une aventure qui risque d'être passablement effrayante. Les marchés financiers, justement, le CAC est à plus de 5000 points à l'heure où nous enregistrons cette émission, 5119 points. Quelle perspective d'évolution pour les marchés, justement? Écoutez, vous savez, on est dans une situation surréaliste. On sait très bien que les croissances économiques dans le monde aujourd'hui pour les pays les plus développés sont faibles, voire très faibles. Toutes les perspectives économiques du FMI, de l'OCDE montrent que si par exemple l'Europe fait 1% de croissance l'année prochaine, ça sera très bien. Et pendant ce temps-là, les marchés actions, par exemple, continuent de s'envoler tranquillement.
De la même façon, du reste, les marchés obligataires, avec des taux d'intérêt très bas, les obligations se portent très bien. Tout à fait, oui. Donc, si vous voulez, voilà, il y a une certaine euphorie boursière. Tout ceci montre, en réalité, qu'on a affaire à des bulles extrêmement dangereuses qui se sont formées depuis plusieurs années. Il y a une bulle du marché d'action, il y a une bulle obligataire, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, et que le moindre choc sérieux peut faire éclater. Voilà, et du reste, les marchés le savent très bien, mais tant qu'ils peuvent faire de l'argent avec ces bulles, ils le font. Le problème, c'est que lorsque certains investisseurs, de gros investisseurs, s'apercevront que maintenant la partie est terminée, alors on verra très vite comment ces bulles, évidemment, exploseront et s'affaisseront, entraînant le monde entier dans une nouvelle crise financière tout à fait dramatique. En conclusion, on peut désormais dire que l'avenir de la Grèce est donc dans les mains de la Banque Centrale Européenne. Oh, pas seulement. Pas Non. seulement. La Banque Centrale Européenne, disons, elle n'a pas envie de se tirer une balle dans le pied. Hein. Mais c'est elle qui Si va... elle sort de la zone euro, c'est la zone euro tout entier qui est en danger, et donc l'existence même de la Banque Centrale Européenne. D'où, du reste, l'affrontement entre Draghi et Schäuble, le ministre des Finances allemand, dans la mesure où Schäuble est partisan d'une sortie de la Grèce de la zone euro, alors que Draghi analyse très bien que cette sortie peut faire très vite effondrer la zone euro, et donc l'existence même de la Banque Centrale Européenne. Donc la Banque Centrale Européenne fera tout, à mon avis, pour faire ce qu'il faut pour que la Grèce ne sorte pas de la zone euro. Et donc elle assurera les liquidités nécessaires, évidemment dans un contexte où elle espère que politiquement la Grèce prendra les mesures qui feront qu'elle sortira progressivement de la situation dans laquelle elle se trouve. Donc non, l'avenir de la zone euro n'est pas dans les mains de la Banque Centrale Européenne. L'avenir de la zone euro dépend surtout de l'attitude de nos responsables politiques européens, à savoir une attitude qui, enfin, pourrait mettre sur le tapis des mesures qui permettraient vraiment à la Grèce de sortir du guêpier dans lequel elle se trouve. Et Tsipras l'avait bien compris. La seule solution, et qu'il n'a pas pu obtenir, ce serait d'obtenir un effacement partiel, mais substantiel, de la dette grecque. Et c'est pour ça que ces discussions ont été très compliquées, parce que les Allemands n'en voulaient absolument pas. Et les Allemands n'en veulent absolument pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont en partie des retraites par capitalisation, et ces retraites par capitalisation sont très largement alimentées par les intérêts tirés des titres financiers de toutes sortes, dont les titres grecs notamment. Et donc voilà, les rentiers grecs, les épargnants grecs, les retraités grecs, les retraités allemands, les pensionnés allemands ne veulent absolument pas qu'on touche à la dette grecque. Et voilà, on est devant une contradiction, un conflit d'intérêts qui fait que ce conflit risque d'être mortel pour la zone euro et l'Europe. Et donc aux dernières nouvelles, le Parlement français a voté oui à cet accord. Et puis en Grèce, après de nombreux débats et différentes heures dans les rues d'Athènes, le Parlement a également adopté la série de réformes réclamées par les créanciers du pays. Merci beaucoup François Morin d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes économiste et professeur à l'université Toulouse 1. Votre nouveau livre est sorti au début du mois de juin et c'est l'hydre mondial, l'oligopole bancaire, un livre dans lequel vous racontez comment 28 banques constituent un oligopole qui est tout sauf l'intérêt public. Exactement. Merci beaucoup et à très bientôt dans le grand show de l'info. Tout de suite, c'est le récap, le résumé de l'actualité de la semaine. Le récap, le résumé complet de l'actualité
de la semaine et on commence par les États-Unis. Jeudi, 4 marines ont été tuées dans 2 fusillades dans le Tennessee. La piste d'un acte de terrorisme intérieur est évoquée. Le tireur qui aurait agi seul a ouvert le feu sur un centre de réservistes de l'US Navy ainsi que contre un centre de recrutement. Il est mort. Épilogue, après 12 ans de négociations, l'accord sur le nucléaire iranien a été signé à Vienne. Il prévoit une limitation du programme de Téhéran ainsi qu'un renforcement des contrôles en échange de la levée des sanctions internationales contre l'Iran. Retour en France et le 14 juillet, François Hollande s'est soumis au traditionnel exercice de l'entretien télévisé. Il en a profité pour revenir sur le rôle de la France dans le dossier grec et sur la création d'un gouvernement économique européen. Il a également salué l'accord sur le nucléaire iranien, estimant que décidément le monde avance, pour le citer. Face à la menace terroriste, le chef de l'État a appelé les Français à être unis et à ne pas céder à la peur. Concernant les sujets hexagonaux, le président de la République a martelé que la croissance était bien là, même si elle était encore trop faible. Quant à 2017, François Hollande a réaffirmé que la future élection n'était pas le sujet du jour. Un groupe de djihadistes présumés a été démantelé ce lundi, composé de 4 hommes de 16 à 23 ans, parmi lesquels figure un ancien militaire réformé de la marine nationale. Le commando s'apprêtait à décapiter un haut gradé tout en filmant la scène. Ils envisageaient de passer à l'action vers la fin de l'année. À Berlétan, dans les Bouches-du-Rhône, 2 explosions ont provoqué un incendie spectaculaire sur le site pétrochimique Lyon-del-Basel. Les 2 cuves situées à 500 mètres l'une de l'autre contenaient de l'essence et du naphta. Les enquêteurs privilégient la thèse d'un acte criminel. Et puis enfin, la disparition de l'acteur Omar Sharif, décédé à l'âge de 83 ans au Caire, victime d'une crise cardiaque. Le comédien égyptien avait été révélé par le film Lawrence d'Arabie. C'est la fin de cette édition. Merci à tous et toutes de nous avoir suivis. Rendez-vous samedi prochain pour de nouveaux invités et de nouvelles actualités. Radio-one.fr